Vous êtes sur le point d'assister au pari le plus audacieux de l'aviation. Qantas mise tout son avenir sur des vols sans escale de Sydney à Londres, 21 heures sans toucher le sol. Pas d'escale, pas de correspondance. Juste un saut impossible à travers la moitié de la planète. Ce n'est pas un rêve lointain. Le projet Sunrise représente le pari le plus audacieux de l'histoire de l'aviation moderne. Et voici ce qui pourrait vous surprendre, malgré le fait que Qantas exploite déjà avec succès le 787 Dreamliner sur des routes comme Londres-Perth, ils l'ont complètement écarté pour le projet Sunrise. Le 787 s'est imposé comme le cheval de bataille long courrier de Qantas. Il est efficace, fiable, mais aussi capable de distances impressionnantes. Mais alors, pourquoi ne l'ont-ils pas choisi pour leur projet le plus ambitieux ? Lorsque le 787 de Boeing promettait d'être la solution parfaite, lorsque le 777X offrait une capacité de nouvelle génération, lorsque l'A350-900 ULR d'Airbus battait déjà des records, Qantas a évalué toutes les options et a pris une décision surprenante. À la place, ils ont choisi l'A350-1000, un avion qui n'a même pas été conçu pour des missions ultra long courrier. Pourquoi ? Est-ce l'efficacité énergétique, la technologie de cabine ou autre chose ? Un calcul si précis que le manquer, c'est laisser les concurrents vous dépasser pendant que vous répétez les routes d'hier. Mais il y a une question fondamentale, et si les passagers ne veulent pas vraiment ça ? Pour chaque voyageur rêvant de la commodité sans escale, il y en a un autre qui apprécie cette pause à Dubaï ou cette escale à Singapour. Emirates et Qatar ont bâti des empires sur cette idée que, parfois, le voyage compte autant que la destination. Mais alors, Qantas est-il en train de pionnier l'avenir du vol ou va-t-il découvrir que certaines limites existent pour une raison? Aujourd'hui, on plonge au cœur du projet Sunrise. On va vous révéler pourquoi l'A350-1000 est devenu l'avion choisi par Qantas, ce qui le différencie de tous les autres concurrents et si ce pari transformera l'aviation à jamais ou alors deviendra sa leçon la plus coûteuse. 21 heures de vol. C'est l'objectif du projet Sunrise. Lorsque Qantas parle d'ultra long courrier, ils réécrivent les règles de ce qui est techniquement possible. Voler sans escale de Sydney à Londres demande 165 000 litres de kérosène, soit environ 130 tonnes. Mais voici le défi, chaque kilo de carburant en plus signifie moins de place pour les passagers et le fret. C'est une équation impitoyable où l'efficacité devient essentielle. Ces moteurs doivent être absolument fiables. Ils doivent générer de la poussée durant 21 heures d'affilée alors que vous êtes littéralement à l'autre bout du monde du prochain aéroport adapté. Une panne à l'heure 18 signifie un déroutement d'urgence vers des endroits isolés. Le défi humain est tout aussi important. En altitude de croisière, la pression cabine équivaut à 1800-2400 mètres. L'humidité chute à des niveaux désertiques. Les rythmes circadiens sont perturbés alors que vous suivez le soleil à travers les fuseaux horaires. 20 heures d'air recyclé créent plusieurs défis physiologiques. La déshydratation s'installe en quelques heures. La thrombose veineuse profonde devient un vrai risque. La fatigue s'accumule au fil du vol. Pour les équipages, les règlements imposent des équipes renforcées, des plannings de repos stricts et une surveillance en temps réel de la fatigue. À 10 heures de tout point de repère, il n'y a aucune marge d'erreur. Les avions long courrier classiques ne peuvent tout simplement pas faire ça. Le 787, l'A350-900, d'excellents appareils, mais conçus pour des missions de 15 à 17 heures, pas pour ces ultramarathons. Le saut technique nécessaire est révolutionnaire. Il faut repenser la capacité en carburant, les limites structurelles, les systèmes environnementaux, les besoins des équipages et la psychologie des passagers. La question n'est pas seulement de savoir si un avion peut rester en vol 21 heures, c'est de savoir si le système entier, machine et humain, peut le supporter. Lorsque Qantas a annoncé le projet Sunrise, Boeing et Airbus ont tous deux proposé leurs meilleurs avions. La compétition a révélé les limites de chaque option. Le Boeing 787 Dreamliner excelle en efficacité et a fait ses preuves sur d'innombrables routes. Mais le projet Sunrise a mis en lumière ses limites d'autonomie. Pousser un 787 à faire Sydney-Londres sans escale fait s'effondrer l'économie du vol. Pour atteindre cette distance, il faudrait enlever tellement de sièges que le prix des billets deviendrait prohibitif. L'Airbus A350-900 ULR est actuellement le champion de la distance. Singapore Airlines le fait déjà voler sur la route la plus longue du monde. Mais l'A350-900 ULR devrait fonctionner à la limite absolue de ses capacités pour Sydney-Londres. Théoriquement, il pourrait faire le trajet.
mais seulement avec des compromis importants. Moins de passagers, très peu de fret, moteurs poussés à leur performance maximale à chaque vol. Construire un réseau entier avec des avions fonctionnant à leurs limites n'est pas viable. Boeing a proposé le 777X, plus précisément le 777-8, promettant une autonomie et une efficacité révolutionnaires. Sur le papier, c'était séduisant, mais en réalité, le programme a accumulé d'interminables retards. Les certifications des moteurs ont traîné, les dates de livraison ont sans cesse reculé. Le 777X a aussi un poids pénalisant. Une structure plus lourde signifie plus de consommation de carburant, donc plus de coûts et moins de routes économiquement viables. Airbus a adopté une approche différente, la flexibilité. L'A350 000 n'avait pas été conçu initialement pour le projet Sunrise, mais il avait de la marge pour évoluer. Les ingénieurs d'Airbus ont évalué les besoins de Qantas et ont déterminé qu'ils pouvaient faire les modifications nécessaires. Des réservoirs de carburant supplémentaires ? Possible. Une augmentation du poids au décollage ? Gérable. Des moteurs éprouvés avec des millions d'heures de vol, le Rolls-Royce Trent XWB était déjà là, avec une fiabilité de référence dans l'industrie. Alors que Boeing faisait des promesses sur des avions futurs, Airbus modifiait des avions existants. Alors que le 787 atteignait ses limites strictes et que le 777X accusait des retards, l'A350 000 offrait le bon équilibre. Suffisamment de capacité pour évoluer, suffisamment d'efficacité pour être rentable, suffisamment de fiabilité pour miser un projet à 1 milliard de dollars dessus. L'A350 000 ULR n'est pas seulement modifié, il est entièrement réingénieré. Airbus a livré un instrument de précision conçu pour une mission spécifique. La modification clé concerne la capacité en carburant. Airbus a intégré des réservoirs supplémentaires qui augmentent la portée de 24%. Ce n'est pas une simple addition de réservoirs. Cela a nécessité des changements fondamentaux des systèmes et de la structure de l'avion. Gérer le poids supplémentaire a exigé un train d'atterrissage renforcé capable de supporter des décollages ultra lourds répétés. Les systèmes de freinage ont dû être améliorés pour arrêter 340 tonnes d'appareils. Les structures des ailes ont été renforcées pour redistribuer correctement les charges. Les moteurs Rolls-Royce Trent XWB offrent ce que les concurrents ne pouvaient pas, une fiabilité éprouvée. Avec des millions d'heures de vol enregistrées, ils assurent une certitude absolue. Pour planifier des vols de 21 heures, le probablement fiable ne suffit pas. Qantas a également exigé des améliorations de l'expérience passager. Les systèmes environnementaux ont été complètement revus. L'altitude cabine descend à 1800 mètres, soit 600 mètres de moins que la majorité des avions. Les niveaux d'humidité sont nettement augmentés au-delà des normes habituelles. Des systèmes avancés de filtration d'air renouvellent tout le volume cabine toutes les quelques minutes. Ces changements comptent sur 21 heures. Une altitude cabine plus basse signifie moins de fatigue. Une humidité plus élevée signifie moins de déshydratation. Une meilleure qualité d'air signifie que les passagers arrivent en se sentant bien nettement mieux. Le processus de certification a été long. L'ajout de réservoirs exige des mois de contrôle réglementaire. Le ASA et la CASA ont testé chaque composant minutieusement. Les retards récents de certification du réservoir central ont failli faire capoter le projet. Airbus a accompli quelque chose de remarquable. Ils ont pris un avion avancé et l'ont poussé dans un territoire inexploré. Du carburant supplémentaire sans détruire l'économie, des améliorations structurelles sans pénalité de poids excessive, un confort passager sans complexité système. Le résultat, c'est un avion qui ne se contente pas de répondre aux exigences du projet Sunrise. Il redéfinit ce qui est possible dans l'aviation ultra long courrier. Qantas a investi 4 milliards de dollars dans 12 avions. C'est au prix catalogue. Rappelez-vous, on peut s'attendre à ce que Qantas ait obtenu une remise. Ce n'est pas juste un achat. C'est un pari stratégique sur l'avenir de l'aviation long courrier. Le A350 000 ULR consomme 25% de carburant en moins par siège que les avions de génération précédente. Comparé au 777X, il est 13% plus efficace. Sur un vol de 21 heures brûlant pour 400 000 $ de carburant, cette efficacité se traduit par des économies annuelles importantes. La configuration des sièges chez Qantas est cruciale pour l'économie du projet. Seulement 238 sièges au total dans un avion pouvant en contenir plus de 400 pour la configuration de haute densité. 6 suites en première classe, 52 suites en classe affaires, 40 sièges en classe économique premium, puis 140 sièges en classe économique. Cela représente 45% de l'avion dédié aux passagers payant des tarifs premium.
Le marché cible est spécifique. PDG, fonctionnaires, célébrités et touristes ultra riches qui valorisent le temps plus que le coût. Pour eux, gagner 4 à 6 heures n'est pas seulement une question de confort, c'est une valeur mesurable. Si Qantas remplit seulement les sièges premium aux rendements habituels, l'avion fonctionne de manière rentable. Chaque passager économique ajoute au résultat net. La flexibilité du A350 1000 offre une sécurité. Ces avions peuvent opérer Sydney-Los Angeles ou alors Melbourne-Dubaï, des trajets éprouvés où leur efficacité surpasse encore celle des concurrents. Contrairement aux variantes spécialisées qui ne fonctionnent que sur des routes spécifiques, ces avions peuvent desservir plusieurs marchés. Emirates, Qatar Airways, mais aussi Singapore Airlines ont construit des modèles hub and spoke réussis. Leurs aéroports et salons transforment les escales en expériences. Mais les correspondances créent de la vulnérabilité. Des retards, des bagages perdus et des désagréments pour les passagers. Qantas parie que les voyageurs premium choisiront le temps plutôt que le luxe. C'est un défi direct au modèle des hubs. Airbus a proposé des prix agressifs et des conditions de paiement favorables. Ils ont besoin que le projet Sunrise réussisse, cela valide leur plateforme et ouvre des opportunités avec d'autres compagnies. Les retards du 777X de Boeing ont éliminé un concurrent clé. Au moment où le 777X arrivera, Qantas aura de l'expérience opérationnelle et une présence de marché établie. Le risque est important, mais la récompense potentielle l'est aussi. En cas de succès, le projet Sunrise établit Qantas comme leader de l'ultra long courrier et ainsi valide une nouvelle catégorie de services aériens. La cabine de l'A350 1000 ULR reflète la réalité des vols de 21 heures. Qantas a retiré environ 150 sièges par rapport aux configurations habituelles. Les 6 suites en première classe offrent des portes du sol au plafond, des lits de 2 mètres et 20 cm ainsi qu'un espace de rangement important. La classe affaires propose 52 suites entièrement inclinables avec un accès direct au couloir. La classe économique premium offre 40 sièges avec un véritable espace pour les jambes et un confort amélioré. La classe économique compte 140 sièges avec un espacement de 33 pouces, généreux selon les normes actuelles, mais reste de la classe économique. Qantas a ajouté un soutien lombaire, un meilleur rembourrage, mais aussi des sièges légèrement plus larges. La zone bien-être se trouve entre les cabines. Ce n'est pas une salle de sport, mais un espace de décompression pour s'étirer, s'hydrater et faire des exercices légers. Reste à voir si les passagers l'utiliseront. Les systèmes environnementaux fonctionnent en continu. L'altitude de la cabine reste à 1800 mètres. L'humidité est augmentée au-dessus des niveaux habituels. L'éclairage LED s'ajuste tout au long du vol pour aider à gérer les rythmes circadiens. La filtration de l'air renouvelle l'air de la cabine toutes les 2 à 3 minutes. Ces améliorations devraient aider, mais 21 heures dans un avion reste 21 heures dans un avion. Aucun progrès technique ne peut complètement éliminer cette réalité. La question, c'est de savoir si Qantas a rendu l'expérience suffisamment tolérable pour que les passagers la choisissent plutôt que des escales confortables à Singapour ou Dubaï. La question fondamentale reste, les passagers préfèrent-ils vraiment les escales? L'aéroport Changi de Singapour propose des jardins de papillons, des piscines, des cinémas. L'aéroport international de Dubaï offre des salons de classe mondiale. Ce ne sont pas juste des aéroports, ce sont aussi des destinations. Pour beaucoup de voyageurs, une escale de 6 heures n'est pas un retard, c'est une opportunité. S'étirer correctement, prendre une douche, manger un vrai repas, voire explorer une nouvelle ville. Ça casse le voyage et réinitialise votre horloge biologique. Mais les escales créent des risques. Connexion manquée, bagages perdus, retard à l'immigration. Pour chaque passager profitant d'un salon Emirates, il y en a un autre qui dort sur le sol des terminaux après des retards météo. Les données du marché sont mitigées. La ligne record entre Singapour et New York de Singapore Airlines se vend bien, mais reste de niche. Les avis sont partagés entre voyageurs d'affaires qui l'apprécient, mais aussi les passagers loisirs qui vivent un enfer en cabine. Sydney-Londres avec escale prend généralement 24 à 30 heures porte à porte. Le vol direct réduit ça à 21 heures de vol. Pour les voyageurs pressés, ces heures gagnées ont une vraie valeur. Le prix déterminera l'adoption. Le direct affiche un supplément de 15 à 30% par rapport au vol avec une escale. Pour les classes premium, c'est acceptable. Pour l'économie, cela exclut beaucoup de passagers. Des différences générationnelles apparaissent. Les plus jeunes s'intéressent plus au vol direct. Les plus âgés préfèrent souvent la pause qu'offre une escale. Emirates et Qatar savent que leur modèle de hub fait face à des défis. Ils améliorent les correspondances, ils accélèrent les transferts, ils aménagent des salons plus agréables, voire proposent des visites de ville durant les longues escales. Mais Qantas a la physique de son côté. Les correspondances ajoutent du temps, mais aussi des risques. Pour ceux qui ont le temps, c'est de l'argent.
le direct l'emporte. Le marché décidera en fin de compte du succès. Certains trajets exigent la rapidité, d'autres bénéficient des pauses. Le gagnant sera celui qui adaptera le mieux son service aux besoins des passagers. Le projet Sunrise se trouve à un carrefour. Le succès pourrait engendrer toute une catégorie d'avions ultra long courrier. L'échec, lui, pourrait enterrer ce concept pour des décennies. Si Sunrise réussit, on pourrait s'attendre à ce que United lance une liaison New York-Melbourne, Air France connecte Paris jusqu'à Auckland, JAL relie Tokyo jusqu'à Sao Paulo. L'A350 000 ULR pourrait donner naissance à des dérivés conçus spécialement pour des vols de 24 heures. Mais le succès n'est pas garanti. Les régulateurs observent de près. 21 heures poussent les temps de service des équipages, la santé des passagers et les procédures d'urgence en terrain inconnu. Un incident grave pourrait déclencher des restrictions réglementaires. Les pressions environnementales sont importantes. Même avec une efficacité améliorée de 25%, ces vols consomment d'énormes quantités de carburant. À une époque de conscience climatique, l'ultra long courrier fait face à des défis en matière d'image publique. La technologie pourrait tout changer. Les carburants d'aviation durable promettent un vol neutre en carbone, mais restent chers. Les moteurs de nouvelle génération pourraient offrir un gain d'efficacité supplémentaire de 15 à 20%. La propulsion à hydrogène est encore à des décennies, mais pourrait révolutionner l'industrie. L'histoire de l'aviation montre que le timing est crucial. Le Bristol Brabazon est arrivé trop tôt. Le Concorde, lui, était trop cher. L'A380, trop grand. Être le premier ne garantit pas le succès. Mais parfois, le timing est parfait. Le 707 a lancé l'ère du jet. Le 747 a démocratisé le voyage international. L'A320 a révolutionné l'économie du court courrier. Le projet Sunrise pourrait être le prochain tournant de l'aviation. Si les passagers adoptent le service sans escale, si les régulateurs restent favorables, si l'économie fonctionne, nous pourrions voir le moment où l'aviation a cessé d'accepter les correspondances comme une fatalité. Ou alors, nous pourrions voir ce moment comme celui où les compagnies aériennes ont découvert que les limites humaines ne peuvent pas être supprimées par la technique. Toute l'industrie est attentive. Les compagnies Hub & Spoke espèrent son échec. Les transporteurs point à point souhaitent son succès. Les constructeurs d'avions préparent leurs prochaines étapes. Le projet Sunrise n'est pas simplement un nouveau lancement de ligne, c'est un test de la direction future de l'aviation. Pourquoi Qantas a-t-elle choisi l'A350 000 pour le projet le plus ambitieux de l'aviation? Parce que c'était le seul avion capable d'évoluer selon les exigences du projet Sunrise. Pas le 787, limité par son autonomie. Pas l'A350-900 ULR, déjà poussé à son maximum. Pas le 777X, embourbé dans des retards de développement. L'A350 000 offrait quelque chose d'unique. La marge pour grandir, l'efficacité pour être rentable, mais aussi des moteurs éprouvés par des millions d'heures de vol. Mais ça dépasse le simple choix d'un avion. Il s'agit de remettre en cause une hypothèse fondamentale de l'aviation. Traverser la planète, ça implique forcément une escale. Il s'agit de tester si 21 heures dans une cabine bien conçue valent mieux que 30 heures avec escale. Le pari est énorme. Qantas n'achète pas juste des avions, elle ouvre la voie à une nouvelle forme de service aérien. Il mise sur le fait que les passagers préféreront gagner du temps plutôt que suivre la tradition des vols directs plutôt que du shopping duty-free. L'économie est difficile mais plausible. La technologie est éprouvée mais poussée à l'extrême. La demande est là, mais son ampleur reste incertaine. L'histoire de l'aviation regorge d'exemples d'appareils brillants qui ont résolu les mauvais problèmes ou les bons problèmes au mauvais moment. Le Concorde volait plus vite que le son, mais n'a jamais défié son modèle économique. L'A380 a offert une capacité inégalée alors que les compagnies voulaient plus de flexibilité. Le projet Sunrise pourrait s'ajouter à cette liste, une magnifique prouesse technique qui a découvert la différence entre peut-on et doit-on. Ou bien il pourrait redéfinir l'aviation, transformant le voyage impossible d'hier en vol de routine de demain. Le résultat reste à écrire. Qantas a misé, Airbus a livré l'avion. Maintenant, le marché décidera. Passeriez-vous 21 heures dans les airs pour gagner une journée de votre vie? L'avenir de l'aviation est-il d'aller plus loin sans s'arrêter ou avons-nous atteint la limite du temps que l'humain peut rester en vol? La réponse va façonner l'aviation pour les décennies à venir.